vous remercie pour vos questions. Donc, ça montre l'intérêt que vous portez dans le thème. J'ai relevé un certain nombre de concepts. Vous parlez de la RSE, vous parlez de culture, de cadre réglementaire, de performance, d'évaluation, de comité de suivi. Donc, lorsqu'on parle de RSE, l'intervention, je vais vous marquer comme ça. Donc, quand j'ai présenté mon exposé sur la régionalisation avancée et la RSE, j'ai parlé de préalable. Vous voulez mettre la régionalisation avancée, l'hypothèse régionalisation avancée, il y a un certain nombre de préalables. Je parle du principe préacquis, décentralisation, déconcentration, c'est un acquis. D'accord? Vous parlez de déconcentration, il faut mettre une structure. Lorsqu'on parle dans une organisation, dans une entreprise bien donnée, on parle, le basique, c'est la structure hiérarchique, avec un directeur adjoint, des chefs de service, etc. Est-ce que vous suivez le raisonnement? Après, vous avez des attributions pour chaque instance, si vous voulez. Si vous êtes dans l'optique de la régionalisation et que vous mettez plusieurs agences ou plusieurs acteurs avec des attributions qui peuvent être en double, ça nous renvoie à la métaphore du lean management. D'accord? Le meaning de lean management, c'est maigre. C'est au lieu d'avoir des doublons, tu vas réduire de telle manière à être productif. Tu réduis, d'autant plus la dernière intervention, il y a moins de ressources humaines. Keynish. D'accord? Ces ressources humaines qu'on va charger de faire tel travail doivent être compétents. Ils le sont. On ne va pas dire qu'ils ne le sont pas, mais il faut les accompagner par rapport aux nouvelles missions. C'est dans ce cadre-là que je parlais du lean management. Pas l'implantation du lean management au sein des structures, au sein des instances. Je parle du lean dans le sens du lean. D'accord? Au niveau de la structure, comment c'est structuré? C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir plusieurs personnes qui vont faire la même chose, plusieurs instances, plusieurs divisions, plusieurs agences qui vont faire la même chose avec les mêmes attributions. D'accord? Et dans notre culture, culturellement parlant, la responsabilité, c'est toujours à cause de l'autre. Donc le doigt est toujours orienté vers l'autre. C'est la faute à l'autre. Quand tu responsabilises les gens au niveau attribution, au niveau mission, ils sont responsables. Il faut réduire. C'est ça le sens du lean, d'accord, au niveau hiérarchique, au niveau, on va dire, design régional. D'accord? Donc, la deuxième question, c'est au niveau performance et évaluation. Quand on parle de RSE, la RSO, donc la responsabilité sociétale, cela renvoie systématiquement au système de valeurs. On ne discute pas le système de valeurs, mais où est-ce qu'il est? Parce que le comportement est guidé par un système de valeurs. Quand on parle des Marocains, vous avez par exemple la solidarité. C'est un système de valeurs national. On est solidaire. Mais les donc le comportement, le fait de préparer par exemple du couscous lorsque quelqu'un décède, le fait de préparer un repas, il est généré par quoi? Il est généré par un comportement de solidarité. Maintenant, au niveau organisationnel, vous avez chaque organisation a son système de valeurs qui va supporter les comportements organisationnels. D'accord? Maintenant, le système des valeurs claires, donc on ne discute pas, il faut qu'il y ait un système de valeurs pour drainer une certaine citoyenneté, mais cela n'empêche qu'en l'absence d'un comportement responsable, il y a la réglementation. Il faut la respecter. C'est le système coercitif. On la respecte maintenant. Au niveau de ce respect réglementaire, il faut que les instances qui contrôlent la réglementation, il faut qu'ils soient au moins dans la éthique. Il faut lutter contre la corruption. Il faut qu'il y ait une transparence. Il y a tout un système de valeurs derrière. C'est pourquoi les entreprises internationales actuellement, lorsqu'elles s'implantent au niveau des pays, la première des choses qu'ils font, si je prends l'exemple de Samsung, avant de s'implanter, elle envoie le personnel pour faire une étude culturelle du pays. Pourquoi? Pour simplement étudier le système de valeurs et mettre sur place un code éthique, un code comportemental, une charte des valeurs. Pourquoi faire à l'intérieur de l'organisation? C'est pour formater les comportements. Uniquement. Parce que leur culture n'est pas la nôtre. Maintenant, quand vous parlez de régionalisation et vous allez dans les régions,
il faut absolument qu'il y ait un code déontologique qui est global, mais on peut aller vers les spécificités donc régionales. Mais en la présence d'un système déontologique, éthique, charte des valeurs, tout l'arsenal, il n'a pas de valeur s'il n'y a pas une conviction. C'est-à-dire, il faut être d'abord convaincu de ce qu'on voudrait faire ou comment se comporter, etc. D'accord? Donc ça, me fiche nekash. Donc la valeur, elle est là. Maintenant, en l'absence d'un comportement éthique, d'un comportement citoyen, c'est la coercition, c'est pour pousser les gens. Il y a un autre point qui a été cité par mon professeur Bidira, qui est l'éducation. L'éducation, c'est un levier très important dans l'adoption des comportements éthiques. Tarbiya. Pourquoi on dit tarbiya? C'est pour essayer d'inculquer donc tout ce qui est éthique, tout ce qui est responsabilité. Je me rappelle, lorsqu'on faisait donc, au niveau du primaire, on avait une matière qui traitait de la citoyenneté, de la morale, etc. Tarbiya al-Wataniya. D'accord? Donc, Tarbiya al-Wataniya, c'était au primaire, donc on apprenait à. Donc là, on ne discute pas au niveau donc valeur, mais maintenant, quelle alternative? En l'absence de, quelle alternative faut-il mettre en place? Maintenant, en matière de performance, pour finir sur ça, comment va-t-on mesurer la performance en matière de RSE, quel que soit le domaine dans lequel vous allez opérer? Vous avez dans les ressources humaines, en quoi consiste la RSE? D'accord? Ou la RSO. Au niveau des ressources humaines, il faut aller, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la formation, on doit faire l'hygiène, santé, sécurité du travail, le développement des compétences, l'accompagnement, etc. Donc chaque entreprise va déployer, va décliner sa responsabilité par rapport à une partie prenante selon quoi? Il y a la valeur éthique derrière, mais la valeur éthique, c'est pour les entreprises qui opèrent sur le plan éthique. Mais maintenant, on est dans un système capitaliste, il ne faut pas se leurrer, c'est la stratégie, c'est-à-dire quel est son domaine d'activité stratégique. Vous allez dans les entreprises industrielles, vous allez trouver que par rapport à la RH, ils vont privilégier la santé et sécurité au travail. Vous allez dans une entreprise qui fait de l'innovation, ils vont privilégier la formation. D'accord? Donc, mais il va y avoir d'autres actions qui vont être mises en place. Maintenant, comment va-t-on mesurer? C'est par rapport au nombre d'actions de formation, par rapport aux conséquences générées par la formation, par rapport à l'hygiène, santé, sécurité, on va mesurer la baisse, d'accord, des accidents de travail en matière de fréquence et de gravité, etc. Si j'opère dans un système, si je prends l'association, la FCT, la Fédération de la chimie parachimie, tout le monde opère dans la chimie et tout ce qui est les hydrocarbures, la SNEP, l'Excenir, etc., les entreprises de peinture. Quel est leur souci en matière de RSE? C'est tout ce qui est environnemental. D'accord? C'est le domaine stratégique vers quoi tu vas t'orienter en matière de RSE. Tu es dans l'agriculture, donc tu vas essayer d'aller vers tout ce qui est produit moins nocif en matière de produits chimiques utilisés. Donc on est dans les BTP, on va vers tout ce qui est éco-construction et, d'accord, ainsi de suite. On va vers la banque. C'est tout ce qui est produits et services responsables par rapport aux consommateurs. Donc n'oubliez pas d'associer le domaine d'activité stratégique de l'entreprise par rapport à ses actions et d'analyser, d'accord, la dimension éthique par rapport à la dimension stratégique. Il y a toujours des indicateurs de performance qui sont en place. La raison pour laquelle au niveau international, on a mis en place le Global Reporting, l'initiative du Global Reporting qui montre tout ce qui est les objectifs sur 5 ans, sur 10 ans, et où est-ce qu'on est au niveau donc de l'exécution, c'est-à-dire de l'exécution des actions en matière de RSE. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie encore une fois, Je vous remercie encore une fois, professeur Salia. Donc, sans plus tarder, je passe la parole juste à côté à ces hommes. Je commence par la question de mon collègue, professeur Jamel Soudi, sur les réclamations du discours.
projet de la rénovation de la ville de Rabat s'inscrit d'abord dans le grand programme de Rabat qui s'appelle Rabat Ville Lumière. Donc, ça c'est un programme sur plusieurs axes, à savoir l'aménagement du vallée de Rabat, vous savez, l'aménagement de la corniche de Rabat, la réhabilitation de l'ancien Médina de Rabat, la construction du grand théâtre de Rabat et la restructuration des quartiers anarchiques et le relogement occasional des quartiers bidonvillois. Sa Majesté le Roi suit de près ce programme de Rabat Ville Lumière. Il y a un comité de pilotage constitué au niveau de la wilaya de Rabat, présidé par l'Ouali, avec la présence de l'ensemble des acteurs étatiques, privés, associatifs qui interviennent directement ou indirectement pour la réalisation de ce programme. Et parmi ces acteurs, on trouve l'UNESCO. Je pense qu'il y avait deux réclamations de l'UNESCO. Une réclamation en 2011 relative aux quelques maisons de l'ancien Médina de Rabat. Donc ça a été évoqué par l'UNESCO. Et à partir de là, le responsable de ce programme de rénovation et de réhabilitation de l'ancien Médina de Rabat, qui est l'agence Bourg-Grec et Rabat Région, Aménagement et la wilaya de Rabat, ont instauré et restauré les maisons qui ont été démolies. Et c'était aussi une demande de Sa Majesté le Roi. La deuxième réclamation, c'est la construction du mall, le grand mall de Salé, à côté du pont de Salé. Donc ça a été aussi démoli après sa construction. C'est une construction qui a coûté 230 millions de dirhams. Ça a été démoli. Donc, juste pour vous dire qu'il y a un suivi quotidien des opérations et des projets réalisés à l'échelle de Rabat, parce que Rabat est classé un monument historique international. La question de Omaïma, décentralisation et fédéralisme. Donc d'abord la décentralisation, c'est un objectif, c'est un enjeu, c'est une composante d'un système de fédéralisme. La différence, c'est que à chaque gouvernement provincial, dans un système de fédéralisme, l'autorité de chaque gouvernement est délimitée par une constitution spécifique. Dans le cas de la décentralisation, il y a une seule constitution gérée par l'État. Mais dans le système fédéralisme, on trouve une constitution pour chaque gouvernement provincial. C'est ça la différence entre la décentralisation et le fédéralisme. Et même dans le fédéralisme, il y a cette question de déplacement, transfert du pouvoir central vers le local et le provincial. Le secteur privé, la question du secteur privé, comme nous avons bien mentionné dans notre exposé, le secteur privé c'est un générateur d'emplois, créateur de la richesse. Donc il faut que l'État prenne en considération ce potentiel d'investissement. Nous avons bien mentionné que dans le cadre de la régionalisation, les régions essaient, de renforcer la question de la compétitivité de chaque région, est basée sur une décentralisation industrielle via la création des zones d'activité et des zones de services pour chaque région. Et c'est ça l'objectif de la régionalisation. C'est doter chaque région par des zones d'activité, des zones de services comme les zones industrielles. Et également le développement des activités économiques au niveau de chaque région. Pour la question de Ayoub, de l'ENA, elle est là, d'accord. Donc c'est une question qui s'inscrit dans le cadre de la politique de la ville
Je pense qu'à l'ENA, vous étudiez cette question de la politique de la ville, ou bien ce qu'on appelle la sociologie urbaine. Dans la régionalisation avancée, il y a le respect de cette question de politique de la ville, via l'élaboration, du schéma national d'aménagement des territoires et du schéma de développement urbain, et des stratégies nationales et régionales en matière de promotion des investissements. Donc la régionalisation avancée a pris en considération cette question de développement de la ville. Pourquoi la question du professeur, pourquoi 12 régions? Je crois la réponse est, la question est politique, la réponse est aussi politique, politicienne, c'est pas politique publique. Donc, tout d'abord, on peut dire que c'est pour regrouper les efforts, mais la réalité, c'est pas ça. Vous savez très bien que la réalité, c'est autre chose. Ça, c'est selon le nouveau découpage administratif des communes et des provinces pour assurer un bon déroulement des élections. Pour cela, en 2015, on est passé de 16 régions plutôt, à 12 régions. Et ça a été suivi après une étude qui a été réalisée par le ministère de l'Intérieur, une étude urbanistique et sociologique en 2014. Et merci. Beaucoup de questions concernant la RSE. Alors, première question, donc, c'est de Youssa, donc la relation politique et performance. Là, on peut rapprocher la relation sous deux angles. Il y a l'angle académique et l'angle professionnel. Déjà, lorsqu'on parle de performance, donc vous savez, la performance, c'est l'efficacité, c'est l'atteinte des objectifs. Donc, lorsqu'on parle de relation entre RSE et performance, quelle performance déjà? On parle de la performance commerciale, financière, etc. Donc, sur le plan académique, les recherches, surtout d'abord tout ce qui est Belgique, France, etc., la question de la relation, les recherches doctorales et critères sur la partie relation performance financière surtout et RSE, c'est dépassé. Parce que plusieurs chercheurs ont démontré qu'il y a une relation positive, déjà, entre la performance et la RSE. Donc pour la performance sociale aussi, donc c'est en 1995, donc il y a des O'Bannon, Savoie et d'autres, donc des chercheurs américains, donc ils ont trouvé le lien positif entre la RSE et la performance sociale. Dans le cadre professionnel, donc les entreprises, on voit des entreprises qui s'inscrivent dans une logique de la démarche de RSE. C'est dans le cadre de tout ce qui est image sociale, marketing, RH, etc. C'est pour s'annoncer comme étant une entreprise citoyenne, d'accord, pour gagner plus de clients, etc. Des clients qui privilégient la question éthique, déontologique, etc. Ça, c'est pour la première question, relation entre politique et performance. Pour la deuxième, donc, est-ce qu'il y a un comité de suivi de la RSE pour les entreprises? Il y a déjà donc, le label CGE, donc pour être labellisé, donc il y a tout un comité qui vient faire des entretiens, faire des questionnaires, etc. et un suivi, d'accord, pour avoir ce label pendant 2 ans. Et puis chaque 2 ans, ils reviennent, etc. Il y a aussi la norme ISO 26000, il y a des cabinets comme Bureau Veritas et d'autres, donc qui viennent pour certifier les entreprises du point de vue RSE. Donc il faut être bien préparé pour ça. Donc pour conserver cette certification, il faut toujours être dans cette démarche RSE. Et aussi des cabinets qui font le SAOMI, donc c'est une certification RSE. Voilà. Donc je reviens à la question de M. Souli. Donc le débat sur l'utilisation des pesticides dans le cadre de la RSE. Là, donc il y a 2 approches aussi. Donc il y a l'approche de l'État. L'État, donc il y a des organismes étatiques tels que l'ONSA, etc. Donc qui font des études et qui vont interdire l'utilisation de certains pesticides. Mais aussi, il y a, dans le cadre des entreprises, il y a 2 types d'entreprises, le secteur agricole. Il y a des entreprises exportatrices de fruits et légumes, et il y a d'autres entreprises qui ne font pas l'export. Alors avec les entreprises qui font de l'export, les pays donc importatrices
donc les fruits et légumes, il impose une certaine certification. Donc, en matière de dosage des pesticides, en matière de certification BRC, IFS et d'autres, donc des certifications dans le cadre du secteur agricole. Donc, ils sont délimités, donc ils sont obligés de respecter les dispositions. Pour les entreprises non exportatrices, bien sûr, donc, il n'y a pas de cadrage au niveau de cette aspect. Au Maroc, ça ne pose pas de problème. J'ai dit, l'état des lieux, c'est ça. Donc il y a deux types d'entreprises. L'ONSA, il est là, donc il fait il faudrait faire la restriction de l'utilisation de ces pesticides. Mais puisque ça circule ici au Maroc, donc c'est que l'ONSA, il a jugé que ce n'est pas très nocif. Voilà. Alors, par rapport à M. Hakim, donc, il a parlé de l'article 9 sur la saisie des biens de l'État avec la RSE, etc., la double identité. Moi, j'aimerais évoquer seulement l'exemple de Milton Friedman au niveau de la RSE. Donc, il dit que l'entreprise doit suivre la RSE pour que la RSE va dans le même sens de la création des profits, des gains, etc. Pour la deuxième question, c'est l'état des lieux dans les autres secteurs. Donc, il y a plusieurs recherches. Donc, j'ai dit, par rapport à l'état des lieux de la RSE dans les différents secteurs, dans les autres secteurs, il y a plusieurs recherches. Donc, la recherche de Tarek Melke et d'autres, donc ici au Maroc, qui ont fait des études sur d'autres secteurs au niveau de la RSE. Et j'aimerais dire que la raison d'être déjà de cette journée, c'est de sensibiliser, donc, quel que soit le secteur, le domaine d'intervention, etc., c'est de sensibiliser les générations futures, les responsables, les gens qui interviennent au niveau du tissu économique sur la question sociale, éthique, morale, etc. et environnementale. Voilà. Donc il y a une autre question. Alors sur la relation RSE, la RSE dans le secteur agricole, puisque le secteur agricole, donc la gestion des ressources humaines est négligée. Moi je vais dire qu'il n'y a pas une relation, si le secteur où on a une implication dans la gestion des ressources humaines elle est forte, donc la RSE elle est présente. On peut trouver des entreprises qu'il n'y a pas de plan de carrière, il n'y a pas de développement de ressources humaines, ils font de la RSE parce que la RSE liée à la raison d'être d'IRS, ce n'est pas seulement vers la gestion des ressources humaines, parce que la GRA c'est une gestion, c'est un mode de gestion, c'est une organisation. Les entreprises elles font de la RSE. Donc pour une quête de légitimité sociale devant la société, pour s'annoncer qu'on fait de la RSE, qu'on est une entreprise citoyenne. Ce n'est pas parce qu'on a un système de gestion de ressources humaines qui est performant, donc la deuxième étape, on va passer à la RSE. Donc un ingénieur peut travailler sincèrement sur le lien entre la performance de la GRH et la RSE, mais je dis qu'il y a plusieurs entreprises qui font de la RSE pour avoir une légitimité sociale et environnementale devant la société et s'annoncer comme une entreprise citoyenne qui travaille sur le territoire, le social, etc. Alors, il y a une autre question dans la mesure de la responsabilité sociale, sachant que les réponses du questionnaire ne sont pas fiables, donc c'est la question de ce monsieur. Donc, pour la mesure de la performance sociale, où il y a des normes de certification, comme j'ai dit, donc il y a des cabinets, les de 26 000, les 108 000, le label RSE, c'est pour de dresser l'état de lieu vraiment de la RSE. Donc le vrai état de lieu, c'est 75 entreprises qui est labellisé contre 300 000 sur 300 000. Voilà, je pense que c'est tout. Je vous remercie. Influencer la fidélisation des ressources humaines et par le caractère volontaire des démarches RSE. Alors je commence par la démarche sociale, donc la dimension sociale. Donc effectivement, donc, la dimension sociale de la RSE est une l'accent sur les conflits, sur les conséquences des comportements de l'organisation par rapport à son comportement vis-à-vis de son environnement, donc notamment à l'égard des parties prenantes, qu'ils soient des salariés, des clients et à la société en général. Et là, j'ai évoqué justement la gestion des ressources humaines, donc, qui est interpellée par la dimension sociale de la RSE. Donc, justement, la gestion des ressources humaines en intégrant des principes de RSE, donc c'est ce qu'on appelle la gestion responsable des ressources humaines. Donc, et là, beaucoup de défis, donc dans une perspective RSE, notamment l'accès à l'emploi, la mise en place de démarches de santé et sécurité au travail, les relations au travail. Ça concerne également le développement des compétences,
le transfert intergénérationnel, c'est-à-dire le transfert de compétences entre les différentes générations, et aussi les questions qui concernent le développement du capital humain. Donc les défis de la GRH dans une perspective RSE, donc ils sont très variés, ils sont très nombreux. Donc notamment pour rebondir sur la question de la fidélisation, donc c'est vrai qu'une organisation qui intègre des principes de RSE en mettant en place des démarches responsables, notamment dans le recrutement. Donc le responsable de recrutement, donc, il doit veiller au respect de l'ensemble des principes déontologiques, notamment lutter contre les discriminations par rapport à la race, la religion, etc. Donc aussi en mettant en place donc, des conditions de travail donc, adéquates, ça peut fidéliser donc, le personnel et renforcer son sens d'appartenance à l'organisation. Donc la gestion des responsables des ressources humaines, donc ils considèrent les employés donc, autant que citoyens, donc acteurs au sein de l'organisation, en les traitant de manière juste, équitable et en donnant aussi le droit à la parole et aussi à de bonnes conditions de travail. Donc tout ça concourt vers l'objectif de la fidélisation des ressources humaines au sein de l'organisation. Donc les organisations ont tout intérêt à mettre en place donc, des démarches responsables des ressources humaines, donc, qui est source de performance et de fidélisation des ressources humaines. Alors, pour le caractère donc, volontaire, donc effectivement la responsabilité sociétale des organisations, elle est par essence une démarche volontaire. Donc elle va au-delà des obligations et des réglementations qui sont en vigueur. Donc les organisations contractent de manière volontaire et engagée pour intégrer des responsabilités sociales, économiques et environnementales. Donc c'est vrai qu'il y a certains donc, pays où ils ont mis en place donc, des réglementations, des lois justement pour régir justement les pratiques sociales et environnementales. Donc la RSE, comme j'ai dit, c'est par essence elle est volontaire et par conséquent donc, elle doit anticiper sur les différents changements, que ce soit économique, social et environnemental. Très bien, merci beaucoup. Alors il y a des questions très très épineuses. J'ai été appelé et interpellé. D'accord, par des questions très épineuses. Et ces questions, d'abord l'article 9. Hein, article 9. Dans le cadre de la RSE, ou de la RSE. Alors, il faut prendre l'article 9 en tant que philosophie et l'article 9 en tant que pratique. En tant que philosophie, je ne pense pas qu'il y aurait un désaccord entre, que ce soit les responsables de l'État ou que ce soit... Maintenant, au niveau de sa pratique, ça pose problème. Donc là, on a énormément de créanciers. Maintenant, la GT فوتي عليه وطبقوه يمكن كاع لي باتيمون ديال الدوله ما يبقاوش ديالنا. جوج الحاجات، انت نحطوك انت مسؤول في الدوله وغنجيبو لك هاد الطرح هذا. En tant que philosophie, vous serez d'accord. Il y a des contraintes économiques, il y a une dette intérieure qui est très élevée, il y a une dette extérieure qui est très élevée. Il y a une stagnation économique. D'accord? Heureusement qu'il n'y a pas de stagflation, mais il y a une stagnation économique. Je dirais, aujourd'hui, on cherche à toujours retrouver cet équilibre. Sur le principe, on est tout à fait d'accord. Passer à l'action, ça va envenimer l'atmosphère. À la voie économique, ça va dégrader l'image de l'État, à mon sens. Et je dirais, ça va poser un grand problème de légitimité de l'État. Et par conséquent, ça c'est mon point de vue, hein, on peut être en désaccord, il n'y a pas de problème. L'État, il faut que ça reste une puissance centrale pour toujours chercher les équilibres. Et s'il n'y a pas cette puissance de l'État, donc moi je suis contre la mise en application actuellement de l'article 9. Sur le principe, on est d'accord. Sur la philosophie, on est d'accord. Mais
Parce que dans toute chose, il y a un processus de maturité et de maturation. On n'est pas aujourd'hui à un niveau économique ou à un niveau de maturation politique pour pouvoir appliquer l'article 9. Ça, c'est mon point de vue. Peut-être dans 10 ans, 15 ans, c'est possible. Je dis peut-être. Hein. Alors, ça, c'est une première question épineuse. La deuxième question épineuse, c'est la monarchie constitutionnelle, parlementaire, pardon. La monarchie parlementaire, ça, c'est une demande, mais il ne s'agit pas de demander pour avoir. Là aussi, il y a un processus de maturation. Vous voyez l'état des parlementaires aujourd'hui, l'état des débats aujourd'hui au sein du Parlement. Est-ce que vous pensez, à mon sens, que si on laisse les parlementaires faire, je dirais, sans monarchie exécutive, est-ce qu'on va s'en sortir? Moi, je dis non. Je dis non. C'est ma conviction. Il faut un pouvoir central qui va tenir le bâton du milieu. Peut-être 20 ans, peut-être 15 ans, 10 ans, je ne sais pas, c'est en fonction de l'état de maturation. Dans l'état actuel du niveau du parlementaire, je ne pense pas que ça va devenir une machine à voter et nous serons dans une cacophonie terrible. Donc, par conséquent, pour moi, pour le moment, la monarchie exécutive doit rester et exister. Parce que la conscience, le niveau politique de certains, je dirais de la majorité des parlementaires, n'est pas atteint encore ce niveau de responsabilité. جوج ديال الأمثلة بسيطة. قانون الرياضة صوتوا عليه 10 بالبرلمانيين. يعني في البرلمان كانوا حاضرين 10. قانون ميزانية فرعية ديال الوزارة صوتوا عليها 6 الناس. Donc, est-ce que vous pensez qu'avec cet état d'esprit, on peut gérer un pays? Voilà. Il faut une autre puissance, une autre force qui est toujours là, qui est permanente, d'accord, va servir de régulation. خلينا نعطيك قانون الإطار ديال التعليم شحال من واحد كان في البرلمان. Donc, les affaires de l'État, les affaires des citoyens sont là, et vous ne pouvez pas donner. Vous avez des statistiques concernant le niveau intellectuel des parlementaires. Donc, si vous me dites une monarchie constitutionnelle, خاص البرلماني يكون طيارة كيفكر في هذا القانون ويمشي يبحث في هذا القانون ويشرع هنايا ويقترح ويدير. هذه هي لا في مونارشي كونستيتيسيونيل اللي حنا كنطمحوا لها. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain. Donc il faut toujours cette monarchie exécutive pour pouvoir, je dirais, avoir cette force de secouer même ceux qui nous représentent. C'est-à-dire ces parlementaires, et parfois moi je suis estomaqué par ce niveau de débat qui existe dans le Parlement. Donc, niet pour moi, pour le moment, il faut que ça reste comme ça. Voilà. Ça c'est vous m'avez demandé. Alors, quelle liaison avec la régionalisation avancée et avec la RSE, c'est-à-dire, c'est donner la parole, je dirais, aux représentants. C'est ça la logique. Moi, pour moi, cette logique, je n'y adhère pas. Très bien. Je vais revenir à deux questions de monsieur. C'est pourquoi ne pas passer à une autre échelle au niveau de l'architecte. Alors, passer à une autre échelle, ça nécessite, comme je l'ai dit au début, la RSE et cognitive.
خاص اللي يفكر معاك خاص اللي يطبق معاك خاص des organisations leaders pour pouvoir créer de la contamination. En l'absence d'organisation leader, on ne peut pas aujourd'hui appliquer vos souhaits, les miens et ceux de tous les collègues et des chercheurs ici présents. Je l'ai répété toujours à mes étudiants, il y a un processus de maturation. Il y a une transition qui doit s'opérer. ما عندناش الكرونومتر باش نعرفوا شحال واش 5 سنين 10 سنين, mais on peut appuyer sur les accélérateurs. Et les accélérateurs, c'est l'humain. Donc on doit donner de l'importance à l'école, à la formation, aux compétences, etc. Donc passer à un autre niveau, à une autre échelle d'activité, au niveau écologique par exemple, vous avez parlé des villes durables et intelligentes. Pour moi, ça relève du miracle pour le moment. Ça va venir, ça on le sait. Et je l'ai dit toujours à mes étudiants. La transition en Europe s'est faite en 2 siècles. Aujourd'hui, au Maroc, nous avons des espérances, des souhaits, des attentes, est-ce qu'on a le capital humain pour pouvoir pousser ce coup de vitesse et d'accélérateur pour passer à des villes intelligentes? Je ne pense pas. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il s'agit d'instaurer un système informatique et un système d'information, et ça y est, la ville intelligente est là. Non, la ville intelligente est un état d'esprit aussi. La ville intelligente, c'est un processus cognitif. La ville intelligente, c'est des comme l'a dit, c'est des prédispositions. Là, la loi, donc, on a tout l'espoir de demain et pour demain. Là, ça existe. D'ailleurs, vous êtes le flambeau. Il faut des prérequis, il faut des acquis, il faut même, je dirais, théoriquement des présupposés. Voilà, ça c'est... Alors, question de réglementation et de RSE sont complémentaires, à mon sens. Sont complémentaires. Personnellement, ça ne concerne que moi, je donne la priorité à l'éducation et à la pédagogie. Si on avait une bonne école, publique, capable d'exercer, je dirais, de formater, on parle de formatage, de formater le citoyen dès le jeune âge, on va atteindre. Et à ce moment-là, la réglementation est là pour compléter, pour dissuader. Il y a une autre approche, c'est l'approche sécuritaire. C'est-à-dire الأمن دابا عاد نشوفوا التربية. كاين اختلاف هنا في المقارنة. شكون باش نبداو باش غنادي. Je dis, si on a la possibilité d'aller en parallèle, il faut aller en parallèle. Et l'éducation, pour le moment, je dirais, elle est prioritaire. Elle exerce la sauvegarde de la sécurité, elle est aussi nécessaire. Donc c'est des choses qui, à mon sens, vont ensemble. Voilà, je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais j'ai une petite remarque concernant l'intervention de mon ami, mon collègue Seda Sadia. C'est sur la notion de Tarbiya al-Watan. C'est l'école qui doit faire ça. Le grand problème aujourd'hui, et c'est le contraste qu'on va vivre, ni tu le formates, l'école, tu pas le choc, c'est autre chose. Donc, il faut éduquer, et ça je l'avais dit, il faut une école des parents aussi. Il faut éduquer les parents. D'accord.
لأن بعض الحالات اللي كنشوف أنا اللي كيتحرق العالم الوطني بعض الناس يبداو يديروا شي سيمبوليك ديال البلاد. لا تناقش، نختلفوا نتابزوا نتغاوتوا، لا سيمبوليك elle doit être là. دونك التربية الوطنية أول شيء هما الثوابت، هما الضوابط. ومن غير الشيء هذا كل شيء يمكننا نزيدوا فيه، نناقشوا فيه، نختلفوا فيه. Et par conséquent, s'il n'y a pas de pédagogie, de didactique, d'éducation, à mon sens, il n'y a absolument rien. J'ai essayé de répondre à quelques questions. Il y a parfois des questions qui m'ont interpellé, qui nécessitent toute une rencontre et un débat d'une journée, de 2 jours. En tout cas, nous avons essayé tant bien que mal, mes collègues et moi, vous, les responsables, Wesseur Jazoli, mes collègues et mes amis, d'enrichir, d'essayer, du moins, d'enrichir le débat. Voilà, tout simplement. Donc je vous remercie infiniment pour votre présence. Nous vous invitons à un déjeuner. Qui est là. D'accord, et ça c'est grâce à Conrad Adenauer. Nous vous invitons, tout le monde est invité à aller